Noé et bonjour à tous. Je suis Amélie et effectivement, c'est moi qui vais vous faire cette dernière formation qui vient d'un package de 4 formations consacrées à la mise en place des zones de mouillage écologique pour les navires de moins de 24 mètres. On s'est essentiellement concentré sur la réglementation de la petite plaisance. Alors, cette formation, elle s'inscrit dans un projet qui s'appelle The Mediterranean Blue Forest, qui est porté par le WWF et plusieurs partenaires scientifiques et institutionnels de Méditerranée. Euh, les formatrices, la première session, vous avez pu voir Catherine Piante, qui est la responsable du programme Posidonie au WWF France. Et moi-même, Amélie Foncuberta, je suis consultante pour le WWF. J'accompagne essentiellement les petites communes dans la mise en place de zones de mouillage, quand il manque de moyens humains et de connaissances sur le sujet. Et à côté de ça, je suis biologiste marin et plongeur professionnel, et donc je réalise toutes les étapes de mise en place des zones de mouillage écologique en France essentiellement. Bienvenue à tous. Euh, Nous avions au début prévu de faire un tour de table pour que chacun se présente, mais lors des premières formations, on était plus d'une centaine, donc on a juste fait cette carte. Vous veniez de près de 22 pays à la base, plusieurs pays francophones. C'est pour ça qu'il y a cette possibilité de traduction et de formation en français. Aujourd'hui, on est beaucoup moins nombreux, n'hésitez pas à intervenir pour que ça soit plus dynamique et à poser des questions aussi dans le chat. J'essaierai d'y répondre ou en tout cas Noé et Émilie m'aideront à voir toutes ces questions. Donc vraiment, n'hésitez pas euh, pour dynamiser un peu cette formation. Alors, pour savoir un petit peu si je dois repartir du début assez rapidement ou pas, on vous propose de répondre à cette première question, de savoir si vous avez participé au premier module de formation. Donc, dans le Slido qui sera inscrit au chat, je vous propose d'y répondre, s'il vous plaît. Je le fais en même temps que vous, comme ça je vois le temps que ça prend. C'est encore quelques minutes pour répondre. Sachant que lors des premières formations, nous avons parlé de ce qui était la plaisance et la posidonie. Euh, donc il y a apparemment, je pense, une personne qui n'a pas participé aux premières formations. Donc on va enchaîner, Noé, et puis je vais présenter quand même rapidement le contexte pour ceux et ceux qui ne travaillent pas directement sur les herbiers de Posidonie. Essayer de bien comprendre pourquoi est-ce qu'on a mis en place cette formation. Donc la Posidonie, c'est un habitat sous-marin qui se trouve au fond de l'eau de la Méditerranée. Et c'est un habitat particulièrement sensible et en voie de dégradation très forte. C'est une plante, donc c'est une plante qui va pouvoir faire des fleurs, qui va avoir des racines. Ce n'est pas une algue qui s'arrache et puis qui peut repousser comme ça au fil de l'eau. Elle a vraiment besoin d'avoir un ancrage et elle a une croissance donc euh, entre guillemets aussi faible qu'une plante. On comptabilise près de 1,5 million d'hectares d'herbiers en Méditerranée et elle est à peu près présente dans tous les pays du nord de la Méditerranée. Elle a des fonctions écologiques qui sont essentielles pour le maintien de la biodiversité dans notre mer. C'est une nurserie à poissons. Elle protège aussi l'érosion des côtes. Elle stocke énormément de carbone dans l'océan et elle permet d'avoir une bonne qualité d'eau. C'est grâce à elle qu'on peut avoir une eau claire
Bien que plusieurs personnes pensent que ça assombrit l'eau au niveau des herbiers de Posidonie, c'est tout le contraire. Elle filtre les particules de l'eau. Le problème de la Posidonie, c'est que ces 100 dernières années, elle aurait perdu près de 34% de sa surface totale. Et l'une des causes principales de sa disparition, c'est l'arrachage des herbiers. Alors, par les activités qui peuvent arracher les fonds marins, et c'est essentiellement dû à la plaisance sur nos côtes. Alors, la plaisance, qu'est-ce que c'est au sens large, hein? C'est une des activités maritimes les plus dynamiques en Méditerranée, puisque, il y a environ 2 millions de bateaux de plaisance sur toute la Méditerranée. Et rien qu'en France, on peut en compter plus de 420 000. Donc, comme je vous le disais, elle est responsable des dommages physiques sur l'herbier. Dans cette slide, et quand vous pourrez la voir en replay ou quand vous pourrez la télécharger sur le site de Medpan, je vous invite à cliquer sur le petit bouton YouTube. Il y a une vidéo dans ce lien qui vous permet de voir ce que peut faire comme dégâts une ancre d'un grand bateau qui se relève et qui arrache tout sur son passage. C'est un peu comme si on partait en pique-nique, on est dans une forêt et au lieu de se mettre dans une clairière, on décide de se mettre où il y a les arbres et on passe un gros coup de hacheur partout et on arrache tout juste pour se poser quelques heures. Donc, vous pouvez regarder cette vidéo, elle est très instructive. Pourtant, la plaisance, quand même, c'est une des activités avec des retombées économiques les plus importantes et c'est indispensable à la plupart des communes du littoral. Donc, l'objectif, ce n'est bien sûr pas de stopper la plaisance, mais c'est de mieux l'organiser et de mieux la réguler. Là aussi, vous pouvez avoir des liens sur cette slide qui vous permettent d'avoir pas mal d'informations sur la Posidonie, mais aussi sur toutes les activités qui sont menées aujourd'hui pour la préserver, qui est le site du Mediterranean Posidonie Network et le WWF. Alors, nos formations, donc elles ont été mises en place dans deux objectifs principaux, hein. C'était de bien sûr voir comment on pouvait gérer au mieux les mouillages sur notre côte et de vous présenter deux solutions qui sont mises en place en France, qui est la réglementation des mouillages et aussi la possibilité d'aménager des zones pour accueillir la plaisance sans impact sur les herbiers de Posidonie. Le WWF a alors développé on appelle ça une toolbox, des fiches thématiques qui sont destinées un peu à tous les gestionnaires de zones de mouillage pour voir toutes les étapes de mise en place de ces zones de mouillage écologiques. Sur la diapositive d'après, voilà, vous avez le lien pour télécharger toutes ces fiches. Euh, le, le- le guide est en français et en anglais. Il comporte, je crois, une centaine de pages décomposées en 8 fiches qui ont été présentées lors de cette formation. Donc voilà, la formation, elle avait été décomposée en 4 parties. Vous aviez eu un module 1 sur vraiment comment mettre en place une stratégie globale sur un territoire national ou régional. Ensuite, une compréhension un petit peu générale sur le module 2 de ce que impliquait la mise en place d'une zone de mouillage. Le dernier module qui a été fait, le module 3, était bien plus spécifique sur toutes les études à mener et sur les opérations de travaux, les outils mis en place pour vraiment mettre en place la zone de mouillage. Et aujourd'hui, donc ça va être un peu plus administratif et gestionnaire, mais ça va être sur quelles sont les modalités de gestion qui peuvent être mis en place et ça va être des options françaises. Et on parlera vite fait du modèle économique des zones de mouillage. Donc, on en a pour à peu près 20 minutes sur la première partie là, de gestion et une quinzaine de minutes sur les coûts des zones de mouillage. J'ai vu certaines de vos questions lors de la dernière formation
qui nous demandait de reparler un petit peu des suivis environnementaux qui pouvaient être mis en place après la mise en place des zones de mouillage. Donc j'ai fait quelques slides dessus. Et enfin, vous aurez Sylvain Blouet qui viendra vous présenter comment lui aussi il met en place une gestion de sa zone de mouillage, qui viendra vous présenter ça à la suite de ma formation. Voilà, alors je vous rappelle rapidement les points clés des précédentes formations. Donc on a d'abord vu comment mettre en place une stratégie de gestion des mouillages, donc à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale, pour identifier vraiment les sites où la réglementation ou l'aménagement pouvait être mis en place. Ensuite, on a vu à quoi ressemblait une étude d'opportunité, qui était une petite étude rapidement réalisable et pas très chère pour qu'un gestionnaire puisse anticiper un petit peu ce qui allait se passer pour la mise en place de la zone de mouillage. Nous avons vu ce qui était un petit peu les phases de concertation, donc comment dialoguer avec tous les acteurs de la zone de mouillage. L'étude de faisabilité, qui était vraiment l'étude précise de tous les paramètres biologiques, physiques et paysagers. Et ensuite, la mise en place des travaux avec tous les outils mis en place aussi pour ces travaux. Maintenant, donc, on va parler de la finalité, qui est comment est-ce qu'on gère, on surveille, on maintient, on anticipe les coûts de la mise en place de la zone de mouillage écologique. Donc, la gestion d'une zone de mouillage écologique va commencer dès lors que les travaux sont terminés et que la zone de mouillage est mise en exploitation. Dans cette fiche 7, nous allons voir quelles sont les responsabilités qui sont liées à la gestion d'une zone de mouillage, les modèles de gestion avec leurs avantages et les inconvénients, et en savoir un petit peu plus sur les responsabilités liées à la gestion. Donc, comme on le disait tout à l'heure, la gestion d'une zone de mouillage écologique, elle doit quand même être anticipée. C'est à la fin des travaux qu'elle commence, mais c'est pas à la fin des travaux qu'on commence à réfléchir à ce que va être la gestion. Il faut bien qu'elle soit anticipée dès le début, en fait, des études préalables. Ce qu'on entend par gestion d'une zone de mouillage, c'est l'entretien de toutes les installations, l'enlèvement, le remplacement des équipements, la gestion aussi de l'attribution des bouées, la surveillance et le suivi du fonctionnement de la zone de mouillage. Ça peut être les suivis environnementaux, justement, qui peuvent être mis en place, mais c'est aussi suivre la fréquentation. Est-ce que notre zone de mouillage est bien définie? Est-ce qu'elle correspond bien aux besoins de plaisance? Et puis, la gestion des ressources matérielles et des ressources humaines à mettre en place pour que tout se passe au mieux. Donc, ça implique une réflexion sur le portage des responsabilités et une identification et une anticipation des besoins qui devront être mis en place par le porteur du projet. Alors, comment ça se passe véritablement? Pourquoi est-ce qu'on parle de porteur de projet, de gestionnaire, de bénéficiaire de la convention? Je vous explique un petit peu ça. Euh, En fait, quand on décide de mettre en place une zone de mouillage, pour créer cette zone de mouillage, il va y avoir un demandeur, quelqu'un qui va vouloir mettre en place cette zone de mouillage et qui va soumettre une demande d'accord au service gouvernemental qui est en charge soit du domaine public maritime, soit du domaine environnemental au sens large. L'accord va être rédigé et négocié entre le demandeur et les autorités environnementales, se mettre d'accord sur qui fait quoi. Et quand l'accord est approuvé, le demandeur de cette zone de mouillage devient alors le bénéficiaire d'une convention de zone de mouillage, actant vraiment toutes les délimitations de la zone. Et c'est à ce moment-là que le bénéficiaire de cette convention va pouvoir décider quelle gestion il va mettre en place. Est-ce qu'il va gérer lui-même sa zone de mouillage, auquel cas c'est une gestion
directe par le bénéficiaire, ou est-ce qu'il va déléguer cette gestion à un prestataire privé ou n'importe quel autre prestataire? Le gestionnaire, donc ça peut être la ville, la commune, ça peut être un organisme intercommunal, ça peut être une aire marine protégée sur la zone, ça peut être aussi une entreprise privée ou alors une organisation non gouvernementale. En France, la très très grande majorité des gestionnaires, ce sont les municipalités, ce sont les villes qui vont porter la convention et qui vont ensuite gérer la zone de mouillage. Il existe un exemple particulier quand même en France de gestionnaire privé qui est une très très grande zone de mouillage qui est située à Pamplonne sur la Côte d'Azur. Et là, c'est un gestionnaire privé qui gère en fait toute l'attribution des bouées. Ensuite, quand le gestionnaire est bien établi, il va, avec le bénéficiaire de la convention, mettre en place un peu les règles du jeu de cette zone de mouillage en réalisant un contrat ou un règlement d'exploitation qui sera mis à disposition des usagers qui sauront alors combien coûte une bouée, s'ils peuvent rester la nuit, la taille des navires autorisés. Voilà, en gros, les règles de la zone d'exploitation. Alors, je reviens rapidement sur les avantages et les inconvénients des deux gestions que je vous ai présentées. Chacun, sachant que tout le monde peut y voir aussi un avantage quand c'est un inconvénient, puisque tout dépend de qui va gérer la zone. Mais quand on parle d'une gestion directe par le bénéficiaire de la convention, l'avantage, c'est que ce gestionnaire va avoir un contrôle total sur toutes les opérations. Il va pouvoir immédiatement répondre à des besoins ou gérer des problèmes. Il n'y a plus d'intermédiaire. Euh, Par contre, le principal inconvénient, je pense par exemple à nos petites villes, à nos petites communes qui doivent aujourd'hui gérer la plaisance sur leurs côtes, c'est qu'ils ont quand même besoin d'avoir des ressources humaines et financières qui sont importantes. Parce que la gestion d'une zone de mouillage va nécessiter de temps en temps d'avoir un bateau sur l'eau pour pouvoir accompagner les plaisanciers pour attraper les bouées ou pour les faire payer tout simplement. Et donc, ça demande des moyens humains et financiers. Et puis, surtout, le gestionnaire, quand il est en gestion directe, va avoir l'entièreté des responsabilités de la zone de mouillage. Donc, c'est lui qui porte l'ensemble des responsabilités. Alors, quand une gestion est indirecte ou qu'elle est déléguée, par exemple, à un gestionnaire privé. Donc ça a quelques avantages. Euh, dans dans la fiche 7 de la toolkit, vous avez un grand listing des avantages, hein, vous pourrez vous y référer. Mais les principaux avantages, pardon, ce sont déjà que le secteur privé peut mobiliser des fois des expertises et des ressources de façon un peu plus facile que le secteur public. Ça dépend, mais de temps en temps, oui. Ensuite, pour un bénéficiaire de convention publique, une ville, euh, l'intérêt de pouvoir déléguer cette gestion, c'est effectivement la réduction de la charge administrative et financière, pardon, puisque tout ce qui est euh, euh, mise en place de la gestion sur l'eau, de la tarification, de la maintenance des bouées et des chaînes sont à la charge du gestionnaire privé. C'est lui qui va gérer toutes les opérations annuelles de pose et de dépose, qui va maintenir les bouées, gérer les stocks, il va devoir s'occuper de tout pour que sa zone de mouillage fonctionne convenablement. L'idée, c'est bien sûr que sa zone de mouillage soit rentable aussi. Si c'est un gestionnaire privé, il cherche la rentabilité.
Les inconvénients hein, pour la municipalité, c'est effectivement une sorte de perte de contrôle de la gestion au quotidienne de la zone. Et puis surtout, il peut y avoir des risques de conflit d'intérêts entre la rentabilité que recherche le gestionnaire privé, la rentabilité de sa zone de mouillage, par rapport à la préservation de l'environnement. Il est des fois fait des choix qui sont plus rentables que respectueux de l'environnement. Et enfin, il peut y avoir, si le gestionnaire privé ne souhaite plus euh, s'engager dans la gestion de cette zone de mouillage, avoir une sorte de perte de contrôle ou de savoir-faire de la part du responsable de la commune, par exemple, qui n'a pas suivi tout le projet. Donc souvent, la gestion indirecte ou déléguée, il faut qu'elle soit quand même suivie par le bénéficiaire de la convention. Il faut pour pouvoir reprendre la suite si besoin. Alors là, c'est les différentes responsabilités en fonction des modèles de gestion. Euh, alors je vous avoue que depuis quelque temps, je vois qu'il y a différents types de responsabilités. En fait, tout dépend quand même du dialogue qui va avoir été fait et du contrat qui va être posé entre le bénéficiaire de la convention et le gestionnaire. Mais dans la toolbox, on vous a donné les grandes lignes de responsabilité. Et là, je vous les redis ici, mais pour une gestion directe par le bénéficiaire de la convention, le gestionnaire doit assurer tout, l'entretien, la sécurité, la conformité réglementaire. Il doit lui-même souscrire à l'assurance pour couvrir les dommages matériels et corporels. Et il doit être responsable des risques environnementaux sur la zone. Je vous ai donné l'exemple, c'est l'exemple de Porquerolles. L'exemple de Porquerolles qui gère intégralement euh, la zone, l'aire marine protégée, mais aussi la zone de mouillage associée. Et puis le cas d'une gestion indirecte, alors qui est déléguée à un gestionnaire privé, c'est un exemple par exemple dans la baie de Cannes, dans le sud de la France, où il y a une société privée qui gère l'ensemble de la zone de mouillage. Et là, le gestionnaire doit souscrire lui-même à son assurance et il est responsable avec l'entreprise de travaux sous-marins, lui aussi, des risques matériels qui peuvent être, par exemple, la casse du matériel ou alors un bateau qui se décroche. C'est le gestionnaire qui gère ça. Le bénéficiaire continue d'avoir une certaine responsabilité sur la zone et il doit s'assurer que le gestionnaire a bien toutes les couvertures d'assurance adéquates. Voilà, alors j'en ai fini pour les deux options de gestion qui sont les plus connues en France. Il en existe d'autres. Elles sont dans la toolbox. Vous pouvez regarder ce qui est proposé. Et surtout, il y a un descriptif dans le document de différents exemples. Les AMP, les aires marines protégées de France, comment elles gèrent les zones de mouillage. Il y a aussi des exemples sur le fonctionnement de gestionnaires privés. Voilà. Ce qu'il fallait retenir, alors, c'est que on peut déléguer la totalité de la gestion d'une zone de mouillage ou simplement une partie. Donc ça, c'est au terme, c'est dans le contrat de gestion que vous pouvez établir toutes ces règles du jeu. Et ce que je rappelle aussi à la fin, c'est que le porteur du projet demeure responsable des installations réalisées même s'il y a un gestionnaire qui a des assurances pour ça, le porteur de projet garde toujours une responsabilité sur la zone. Bon, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce que je vais passer à la dernière fiche de la toolbox qui va parler du modèle économique des zones de mouillage en France. On va vous montrer un petit peu comment comprendre l'équilibre financier qu'il peut y avoir dans la gestion d'une zone de mouillage écologique.
d'identifier les différentes catégories de coûts en fonction de toutes les phases. Et puis là, ça, je vous invite à aller voir directement dans la fiche du rapport. Euh, il y a un descriptif des comptes d'exploitation de certaines zones de mouillage. Je ne vous les présenterai pas lors de cette formation. C'est des très gros tableaux et avec beaucoup de chiffres. Donc, vous pourrez regarder ça à tête reposée dans la fiche 8. Alors ça, c'est rapidement les coûts des études préliminaires. Donc, quand, lors des dernières formations, je vous ai parlé de l'étude d'opportunité et puis tout ce qui est études environnementales, paysagères, études de sol et le montage des dossiers réglementaires. Donc, comme je vous le disais lors des précédentes formations, l'étude d'opportunité, elle va coûter en moyenne 20 000 euros en France. Les études environnementales, c'est plutôt de l'ordre de 80-100 000 euros. Les études de sol, ça dépend ce qu'on fait comme étude, mais c'est entre 20 et 40 000 euros. Et le montage des dossiers réglementaires, on aimerait bien que ça soit entre 10 et 15 000 euros. Ça peut être beaucoup plus. Donc sur les études préliminaires, on part sur des totaux en moyenne à 200 000 euros. Alors, sur la partie vraiment travaux, alors j'ai inclus le diagnostic des macrodéchets et des corps morts illégaux qui ont pu être abandonnés au fond de l'eau, puisque c'est pour certaines zones de mouillage, c'est un vrai problème à prendre en compte en amont, puisque le fond de la baie peut être littéralement jonché de corps morts et donc il n'y a pas vraiment d'aménagement possible si on n'a pas retiré l'ensemble des, des lestes en béton qui servaient au mouillage des bateaux. Donc ça, souvent, ce diagnostic, il coûte environ 20 000 euros. Ensuite, il faut pouvoir les enlever si on considère qu'ils ne vont pas avoir d'impact sur l'habitat marin. Donc c'est pas mal de pouvoir retirer l'ensemble des lestes et des déchets qui sont au fond de l'eau. Là, ça peut coûter entre 60 et 100 000 euros en moyenne. Vous avez ensuite le poste le plus important qui est l'achat et la pose des ancrages, des lignes de mouillage et puis des bouées. Donc en moyenne, sur 18 projets de SMEL, on avait des coûts d'achat et de pose de l'ordre de 5 à 7 000 euros par ancrage. Donc ensuite, vous faites le calcul pour le nombre de bouées. Donc là, pour un exemple à 50 bouées, on passe facilement à 300 000 euros hein, juste sur les travaux. Il y a une phase ensuite de préparation et puis de constat huissier et délivrance d'assurance que, on a un petit peu comptabilisé aux alentours de 10 000 euros. Donc rien que la phase travaux, c'est 500 000 euros. Et enfin, la dernière partie, ça va être les coûts d'exploitation. Alors là aussi, ça va dépendre des moyens qui sont déjà mis à disposition dans la zone de mouillage écologique. Euh, sur une petite commune, une petite ville qui n'a pas de bateau, qui n'a pas d'agents à déployer en mer, c'est des investissements qui peuvent être très importants pour eux à prévoir. Mais par exemple, dans une aire marine protégée, qui peut y avoir déjà des agents et puis des bateaux qui vont sur l'eau qui peuvent être mobilisés pour la surveillance. Euh, donc, ce coût de phase d'exploitation, il peut être extrêmement variable. Je vais vous parler là pour vraiment une commune, une ville qui n'a pas de moyens. Donc, il faut savoir que la maintenance annuelle du matériel, elle est souvent de 10% du coût d'installation. Il y a une police d'assurance à prendre en compte aussi, le coût des assurances. La surveillance environnementale qui peut être mise en place avec les suivis environnementaux, comme le suivi des herbiers, je vais vous présenter après. Ça, c'est des coûts qui sont pas négligeables non plus. Ça peut être, on a à peu près estimé à 40 000 euros sur 3 ans. Et puis, en France, en tout cas, les gestionnaires de zones de mouillage écologique,
euh, se doivent de payer une redevance domaniale, qui est une taxe en fait prélevée par l'État français au titre de l'occupation du domaine public maritime. Donc son coût en moyenne, il est de 500 euros par an et pour un ancrage individuel. Donc après, on fait à peu près le calcul, mais pour une petite commune qui souhaite mettre une cinquantaine de bouées, c'est quand même 25 000 euros à prévoir pour l'État. Alors, il n'y a pas que des dépenses, même s'il y en a beaucoup. Il peut aussi y avoir quelques recettes sur une zone de mouillage écologique. Euh, dans la plupart des cas, pardon, la zone de mouillage écologique, elle est payante. Elle est payante soit des fois la nuit ou que la journée. Elle peut être interdite la nuit. Mais il faut savoir que le tarif journalier, en moyenne, dans les zones de mouillage payantes, c'est entre 15 et 60 euros par jour et par bateau. Le coût va évoluer en fonction de la taille du navire. C'est comme pour une place au port à peu près. Il y a des tarifications en fonction de la taille du navire. Et puis, il peut y avoir d'autres recettes qui sont dues aux services annexes qui peuvent être proposés dans les zones de mouillage, comme des services de collecte de déchets, de collecte d'eau grise et eau noire, d'apport d'eau douce, des navettes potentielles. Voilà, il peut y avoir des services proposés comme ça qui sont payants. Et en tout cas, en France, il y a souvent des aides publiques et des subventions pour les porteurs de projets, des aides en fait qui sont données sur les études préalables et sur les phases de travaux. Malheureusement, il y a très peu, voire pas d'aide sur les phases d'exploitation. Voilà, alors pour finir, les trois derniers points, enfin les trois points à retenir, on va dire, de ces coûts d'exploitation et d'études préalables, euh, c'est que ce sont des coûts très importants. On a vu, on est de l'ordre de tout ce que je vous ai présenté, c'est à peu près 800 000 euros hein, pour la mise en place d'une zone de mouillage de 50 bouées en France. Les coûts d'exploitation doivent vraiment être prévus en amont parce qu'ils peuvent varier du simple au double en fonction du choix de gestion des bateaux, de la taille des bateaux accueillis. Et nous, en France, d'ordre général, l'équilibre financier est très difficile à atteindre, puisque les recettes sont bien moins importantes que les dépenses. Voilà, alors j'en ai fini pour cette formation de la Toolbox. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai eu, lors de la dernière formation, des demandes sur les suivis qui pouvaient être mis en place après la phase d'exploitation, enfin en tout cas durant la phase d'exploitation des zones de mouillage écologique. Euh, je vais passer très rapidement et puis vous allez avoir des liens qui vont être téléchargeables sur le site de Medpan et là durant la conversation pour que vous ayez quelques infos parce que ça ne fait pas du tout partie de la toolbox. Enfin, je ne crois pas. Donc les suivis environnementaux souvent sont mis en place pendant la durée d'exploitation de la zone de mouillage. Il couvre essentiellement hein, le suivi des habitats sensibles, comme les herbiers, bien sûr, le suivi de la colonne d'eau et des sédiments, et puis tout ce qui est qualité eau de baignade en fait, dans la zone. Il faut aussi faire des suivis photographiques de chaque ancrage avant et après chaque saison pour être sûr de bien maintenir l'intégrité de l'ancrage. Euh, Vous avez en téléchargement, en fait, dans la stratégie de gestion des mouillages de Méditerranée, des fiches actions. Et il y a une fiche, la fiche 6, qui donne un petit peu une explication de tous les suivis qui sont attendus par les services de l'État français.
Donc, il préconise aussi que toutes ces données soient transmises après au service de l'État avec le bilan de la saison d'exploitation. Donc, je vois que vous avez mis le lien. Vous pouvez donc aller voir ces fiches. Le suivi des herbiers, je passe aussi rapidement, mais comment est-ce qu'on suit un herbier lors d'une exploitation de zone de mouillage écologique? C'est un suivi assez simplifié. D'ailleurs, vous avez la possibilité d'avoir des protocoles de suivi standardisés qui sont téléchargeables sur le site de Medpan. Je vous ai aussi mis un lien. Mais d'une manière générale, il faut suivre la vitalité de l'herbier. Donc la vitalité de l'herbier, c'est comment il se comporte avant l'aménagement, pendant l'aménagement et après l'aménagement. On compte la densité des faisceaux d'herbier, donc on compte brin par brin tous les herbiers. Le pourcentage de rhizomes plagiotrophes, c'est pas très simple à imaginer, mais on compte les racines et on voit quelles racines sont horizontales ou verticales pour savoir si l'herbier est en régression ou s'il est en expansion. Et on analyse le taux de recouvrement dans un quadrat, donc c'est un carré en plastique, là, comme vous avez sur la photo, et on voit comment l'herbier est réparti dans ce quadrat. Et ensuite, souvent, il est demandé une cartographie de la limite inférieure et supérieure de l'herbier. Voilà, après, il y a un suivi de la colonne d'eau. Donc là, vous avez un protocole Ifremer hein, qui est proposé, qui permet d'établir la qualité de l'eau avant la période d'exploitation, et puis ensuite pendant et après. Et puis aussi un suivi des paramètres des sédiments au niveau des systèmes d'ancrage. Là aussi, si vous cliquez sur le lien, vous avez un texte qui vous présente tous les paramètres qui doivent être suivis pour la qualité de l'eau et la qualité du sédiment. Alors, c'est des analyses, enfin, des paramètres avec des suivis français, hein, mais ça donne une bonne idée de ce qui doit être suivi. Comme je vous disais, quand on suit la qualité de l'eau, on suit aussi la qualité bactériologique. Donc les paramètres suivis, là aussi, si vous cliquez sur le lien, vous avez les critères de suivi de la qualité de l'eau de baignade. Voilà, c'est pour voir s'il n'y a pas des pollutions pendant la phase d'exploitation. Euh, donc vous avez aussi les textes en téléchargement. Et enfin, le dernier suivi, c'est plus un suivi technique, mais qui a toute son importance. C'est que après chaque saison, tous les outils et les organes d'amarrage doivent être inspectés, sachant qu'il est souvent que les bouées et les bouts et les chaînes sont retirés. Donc ça permet de faire un changement de matériel si besoin et de bien vérifier l'ancrage. Voilà, voilà. Je ne sais pas si la personne qui m'avait demandé ça est connectée aujourd'hui, mais en tout cas, ça vous permet d'avoir les textes et les seuils de paramètres de suivi sur les suivis environnementaux. Alors moi, j'en ai fini pour cette formation et pour ces quatre mardis de formation. Sur cette diapo, vous avez le contact de Catherine Piante et de Pierre Ivardi aussi, qui travaillent pour le WWF et qui sont responsables des projets Posidonie. N'hésitez pas à nous contacter sur ces adresses mail si vous avez d'autres questions. Je sais que certains l'ont déjà fait au cours de ces dernières formations, mais en tout cas, n'hésitez pas. On est là pour suivre un petit peu l'évolution de cet outil, la toolbox ici, et puis de ces formations. Un grand merci à Medpan pour l'organisation aussi, c'était parfait, aucun problème. Merci beaucoup. Et puis,
Je vais laisser quelques minutes pour vous laisser poser des questions si vous souhaitez. Vous pouvez le faire dans le chat. Vous pouvez le faire à l'oral aussi en levant la main. Je ne sais pas s'il y a des gestionnaires de futures zones de mouillage dans, dans l'Assemblée, mais, euh, mais j'aimerais bien savoir s'il y en a et s'ils ont aujourd'hui des points bloquants ou des points sur lesquels on pourrait échanger en tout cas. Bon, je crois qu'il n'y a personne, mais écoutez, je vais passer la main à Sylvain Blouet, qui est gestionnaire d'une aire marine protégée sur la côte agatoise. Donc, c'est la côte à côté de Montpellier, Marseille, voilà, pas très loin, et qui a mis en place une zone de mouillage écologique au sein de l'aire marine protégée. Il a pu nous faire son retour d'expérience lors de ses dernières modules de formation. Et aujourd'hui, il va vous présenter lui aussi comment est-ce qu'il met en place toute la surveillance et la gestion de son aire marine protégée. Et merci encore Sylvain pour ton retour d'expérience. Je te laisse la main. Bonjour, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce que je suis pas au bureau, je suis en déplacement et je voudrais être sûr que déjà au niveau du son, on est bien, Amélie. On t'entend très bien. Bon, super, parfait. Donc bonjour à tous, oui, donc Sylvain Bou et moi je suis le directeur adjoint de l'aire marine protégée de la Côte Agatoise, qui est un site Natura 2000 qui se situe au niveau du golfe du Lion, sur la façade méditerranéenne française. Peut-être la diapo d'après. Voilà, donc c'est un territoire qui fait 6152 hectares avec une grande diversité d'habitats et d'espèces. Le site est géré par une municipalité, hein, par la ville d'Agde. Donc on est aujourd'hui équipe de cette aire marine protégée, des collectivités de la ville d'Agde. Euh, nous avons Ah, désolé, Sylvain, on t'entend pas du tout, ça coupe. Tu nous entends pas? ah, ça coupe un peu. Ouais, tu as une mauvaise Ouais, ça connexion en fait. coupe. Ouais. Voilà. Est-ce que on m'entend mieux? On t'entend Là, bien. j'ai Ouais, alors l'impression que attends, ça je me va. déplace un peu. J'espère, j'espère juste que il n'y aura pas trop de bruit à côté de moi et que vous allez continuer à m'entendre. Alors, donc je vous disais, on a un territoire qui est géré par la ville d'Agde et qui fait 6152 hectares que nous gérons avec avec la zone de mouillage. Donc pour la diapo d'après, donc Amélie m'a demandé d'intervenir sur la gestion quotidienne de cette zone de mouillage. Si on peut me passer la diapo d'après. Ouais. Vous m'entendez pas? Ouais, Oui, c'est très non, saccadé. ça. Oui, Vous c'est très m'entendez pas en saccadé. fait? Si? Ouais. Vous Je m'entendez vais, pas? Si? C'est mieux? non, on t'entend, mais c'est très saccadé à Ça des moments. coupe, ouais. Oui. Ça saccade? Ouais, ça saccade, c'est vraiment un problème de Attends, connexion. je me redéplace. Est-ce que c'est mieux là? Ben, on va essayer, hein. Vas-y. Ouais. On essaye comme ça? Vas-y, sinon Bon, ça je marche. prendrai le relais, je te dirai. Donc, donc Amélie m'a demandé de vous faire une petite présentation aujourd'hui sur ce qui était de la gestion quotidienne, hein, en tant que gestionnaire. Comment on gère cette zone de mouillage au quotidien. Donc, il y a toute la partie qui concerne la maintenance et l'installation de la zone de mouillage.
Donc en fait, pour nous, ça c'est quelque chose qui est réalisé par un prestataire. On prend une entreprise privée qui vient s'occuper de la maintenance de toute la zone de mouillage. Donc c'est une zone de mouillage chez nous qui fait à peu près 44 d'avril et au mois de septembre, d'enlever, enfin, de mettre et d'enlever les bouées. Euh, donc pour ça, en fait, il y a avant toute une opération de contrôle et de, d'entretien des lignes de mouillage. Tout ce qui va concerner le système de vérification des ancrages eux-mêmes. Mais là, généralement, ce système de vérification des ancrages, il se fait directement lors des plans d'installation. L'installation des bouées, chez nous, 44 mouillages, c'est à peu près 3 jours de travail pour une entreprise. Et tout ce qui va concerner la désinstallation des bouées, qui dure un petit peu moins longtemps, c'est un peu plus rapide de les enlever, il y en a pour 2 jours. Donc chaque année, nous, la ville d'Agde, pour 40 mouillages. Donc ça, c'est une prestation, comme je l'avais dit dans le module juste avant, le module numéro 3, qu'on fait réaliser par un prestataire extérieur, notamment pour des questions d'assurance. Euh, un prestataire qui a une couverture, on va dire, d'assurance en cas d'avarie, en cas d'une bouée qui casserait, qui s'abîmerait ou autre chose comme ça. Donc pour l'instant, nous, on a fait le choix, en tout cas, de déléguer la maintenance à une entreprise. Ensuite, on va voir la diapo d'après. Super. Au quotidien, c'est quoi? Une zone de mouillage, c'est pas quelque chose qu'on installe et puis on revient à la fin de la saison et on voit ce qui se passe. C'est vraiment une gestion quotidienne pendant toute la période d'été. Donc ça va concerner quoi? Ça va concerner tout ce qui est la surveillance et la sensibilisation du public. Donc pour ça, nous, on a une équipe qu'on appelle une patrouille bleue, qui n'a pas de pouvoir de police, mais qui fait de l'information et de la sensibilisation. Donc c'est 2 agents l'été pendant une partie de leur mission, d'aller sur la zone de mouillage et de faire la sensibilisation et l'information pour expliquer pourquoi elle est là, la zone de mouillage, rappeler les règles de conduite, faire passer des messages en termes de biodiversité, d'impact des activités sur les usages. Donc, c'est des choses qu'on a besoin au quotidien, en tout cas. Euh, on a tout ce qui va concerner l'information aussi à terre de cette zone de mouillage avec des panneaux d'information, des dépliants d'information, de l'affichage chez les loueurs de bateaux, dans les marinas, dans les ports, dans les clubs de plongée, au niveau des zones de mise à l'eau des bateaux, on a de l'information à cet endroit-là qui explique la zone de mouillage. Ensuite, cette patrouille bleue, elle fait également tout ce qui va concerner les enquêtes et le suivi de la fréquentation, mais ça, je reviendrai un petit peu après. Et elle fait également une veille de l'état des systèmes de mouillage. Regardez si il manque pas une bouée, si les bouées n'ont pas été abîmées. Voilà, c'est un contrôle qui est fait là-dessus. Sur la partie réglementaire, nous, le contrôle se fait avec les services de l'État, donc c'est-à-dire avec les autorités maritimes françaises compétentes pour tout ce qui va concerner la verbalisation, donc c'est-à-dire l'ancrage qui ne serait pas sur une bouée ou des vitesses excessives dans la zone de mouillage. Diapo d'après. Maintenant qu'on a vu je veux dire, le fonctionnement technique de la zone de mouillage, il y a toute la partie d'évaluation. Comment on évalue finalement l'efficacité de notre zone de mouillage? Comment on la fait évoluer et comment on arrive à déterminer si les objectifs de gestion de cette zone de mouillage, elles correspondent bien à nos objectifs initiaux qui étaient, je vous rappelle, de diminuer l'impact de l'ancrage
sur les fonds marins, mais également de rétablir des fonctionnalités sur les habitats. Donc pour ça, on a développé, nous, plusieurs indicateurs. On a développé des indicateurs qui avaient pour objectif tout ce qui concernait la protection des habitats et des espèces, avec notamment deux grands indicateurs que pouvaient être la Posidonie, la grande nacre, mais également, je ne sais pas pourquoi elle n'apparaît pas sur la diapo, les gorgones pour les fonds durs. Tout ce qui va concerner la sécurité dans la zone pour les usagers. Donc, on a développé une batterie d'indicateurs là-dedans aussi. L'acceptation de la semelle par les usagers, parce que pour qu'une zone de mouillage soit opérationnelle, c'est-à-dire qu'elle, qu'elle, euh, qu'elle réponde aux objectifs et que les gens, enfin les plaisanciers, n'ancrent plus dans le secteur, il faut qu'elle réponde aux besoins des usagers. Tout ce qui va concerner le suivi de la fréquentation avec toutes les activités que peuvent être la plongée, la baignade, la chasse sous-marine, le transport sous-marin. Et ensuite, ben, c'est la même chose que l'autre, pardon. Voilà. Il y a deux tableaux entre eux. Donc ça, c'est des indicateurs qu'on a mis en place pour suivre l'évolution de cette zone de mouillage. Et on organise chaque année ce qu'on appelle, nous, un conseil des mouillages, où on rassemble divers acteurs du milieu marin, que ce soit des plongeurs, des pêcheurs, des plaisanciers, des associations, les services de l'État, pour leur faire un bilan sur la zone de mouillage et sur les indicateurs et regarder quelle tendance on a sur ces indicateurs-là. Diapo d'après. Donc, en fait, chaque indicateur est défini par une grille de lecture qui va de très bon à très mauvais. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. S'il y en a qui sont intéressés par le rapport, je pourrais leur envoyer le rapport. Il est en français, mais voilà, je pourrais vous envoyer le rapport si vous avez besoin pour voir comment on calcule ces indicateurs. Et l'idée, c'est d'arriver au tableau qui est en bas à droite avec des flèches pour regarder comment évoluent les indicateurs dans le temps. Est-ce que sur la partie acceptation, on est toujours bon? Est-ce que sur la partie herbier de Posidonie, on tend vers une bonne évolution de l'herbier de Posidonie? Est-ce que tout ce qui va concerner les professionnels et l'utilisation de la zone par les professionnels, également, quelles sont les tendances? Donc ça, c'est un espèce de tableau de bord qui nous permet à nous, gestionnaires, ensuite de rectifier s'il y a besoin, on va dire, ou de changer la manière de travailler sur cette zone de mouillage, que ça soit sur la communication, la sensibilisation, sur d'autres choses comme ça. Diapo d'après. Donc, tu en avais parlé hein, déjà, Amélie, mais sur les suivis, on a deux Sidonie et les gorgones. Les gorgones pour l'évaluation de l'efficacité de l'impact de l'ancrage sur les substrats rocheux et l'herbier de Posidonie pour l'herbier en lui-même. Donc, nous, on fait des cartographies et on développe également les mesures de vitalité de l'herbier, hein, que peuvent être la densité, le nombre de feuilles par faisceau, ce genre de choses. Donc, nous, on travaille depuis des années avec un télémètre, hein, ce système que vous voyez là sous l'eau, qui est un pointeur acoustique qui permet de faire des cartographies sous-marines et de voir l'évolution du recouvrement de l'herbier sur les secteurs. Ensuite, les gorgones, bah, là, vous avez un bon témoin, par exemple, de l'efficacité d'une zone de mouillage sur un substrat rocheux. On voit entre 2005 et 2016 la couverture de gorgones, par exemple, sur la zone numéro 1 qui a fortement augmenté. Et donc, on a multiplié quasiment par 9 la densité de gorgones sur les substrats rocheux suite à l'arrêt de l'ancrage et à la mise en place de bouées pour le mouillage des bateaux. Diapo d'après. Et ben voilà, j'avais fini. Je me rappelle plus si j'avais une diapo intermédiaire. Donc pour ça, pour vous dire que une zone de mouillage, c'est ce que je dis souvent, c'est pas du one shot, c'est vraiment des outils de gestion qu'il faut faire vivre
au quotidien avec les acteurs et les usagers parce que les usages évoluent, les acteurs changent. Donc, il faut être présent sur le terrain, il faut être présent pour informer, il faut être présent pour vérifier qu'il n'y ait pas des dégradations et que ce qui est attendu pour les usagers soit toujours mis en place. Il faut être présent pour sensibiliser et continuer à informer parce que c'est, l'outil Ismail permet d'avoir une meilleure appropriation, en tout cas, des enjeux environnementaux par les usagers. Et si on l'accompagne avec des mesures de sensibilisation, ça marche encore mieux. Il y a tout ce qui va concerner la maintenance de cette zone de mouillage au quotidien. Et il faut pouvoir être réactif, c'est-à-dire que quand il y a une bouée qui casse, quand il y a une bouée qui est plus qui est, qui est, qui est plus vraiment en bon état, il faut pouvoir la changer et la changer rapidement pour pas risquer des avaries hein, sur des bateaux, des problèmes d'ancrage, enfin d'amarrage pour les bateaux. Et ensuite, il faut l'évaluer. Il faut une bonne évaluation, il faut définir des indicateurs pour vérifier chaque année les tendances et l'évolution de notre zone de mouillage et être réactif s'il y a besoin pour changer, pour modifier, pour adapter ou pour faire passer des messages qui seraient peut-être pas passés auprès des usagers. Donc voilà, ça demande en tout cas d'être réactif, d'être dynamique, avec un outil de gestion qui est très bien et des résultats qui sont très bons, hein, parce que quand on voit les résultats sur les gorgones, quand on multiplie quasiment par 10 la densité de gorgones au mètre carré, derrière, on retrouve une fonctionnalité d'habitat et une diversité d'espèces dans ces forêts de gorgones qui sont assez remarquables. Et pareil pour les herbiers de Posidonie. Aujourd'hui, la protection de l'herbier de Posidonie marche très bien, marche mieux que des opérations de restauration écologique. On a des meilleurs résultats avec des coûts qui sont beaucoup moins chers que quand on fait des opérations de restauration écologique. Donc, d'abord, utilisons des outils comme les SMEL, qui sont des outils qui s'adaptent bien aux usages et à nos littoraux, pour restaurer les habitats sans passer par des mesures toujours de restauration trop proactives et qui finalement marchent pas toujours. Merci beaucoup, Sylvain. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup, vraiment. Je- C'est très intéressant en plus le retour d'expérience de Sylvain, parce que enfin, je pense que je dis pas une grosse bêtise en disant ça, mais tu es sur une côte en plus où des habitats sensibles, certes, il y en a, mais c'est pas une zone où, comme on l'entend sur la côte d'Azur, il y a énormément de posidonie, et pourtant on voit que ça reprend très vite et que la protection, en tout cas avec la gestion de la plaisance, permet d'avoir des très bons résultats. Donc, c'est un très bon exemple. Merci encore de t'être présenté comme ça sur ces 3 dernières formations. C'est un très bon retour d'expérience pour tout le monde, je pense. Euh, je liste quelques questions. Alors, il y en a qui sont... je vais les prendre dans l'ordre, ça va être plus simple. On a une question sur la possible coopération qu'il peut y avoir entre les phases d'installation et les phases de maintenance pour que la mise en place des zones de mouillage écologique soit un petit peu plus intéressante financièrement avec un partage de l'État, on va dire, entre les études, les installations et puis ensuite la maintenance. Euh, donc oui, c'est d'ailleurs ce que tout le monde essaye de faire aujourd'hui, de pouvoir avoir des investisseurs privés sur certaines phases et puis des investisseurs publics sur d'autres phases. Mais c'est déjà aujourd'hui, en tout cas en France, une véritable problématique d'avoir des financements sur toutes les phases de mise en place des zones de mouillage. Donc les études préalables et les travaux sont aujourd'hui assez bien subventionnés par l'État. Mais surtout ce qui est exploitation, il y a peu de personnes qui se positionnent. En tout cas, les services de l'État se positionnent peu. Et on trouve quand même de moins en moins de prestataires privés, en tout cas en France, qui souhaitent se positionner. Et c'est par manque de retour d'expérience français et par manque de rentabilité sur les peu d'exemples qu'on a.
C'est essentiellement ça. Euh, pour vous donner un exemple, là, j'accompagne deux prestataires privés sur la mise en place de zones de mouillage en Corse qui cherchent à renouveler quelque chose qui est déjà en place. Ils renouvellent en fait les autorisations d'occupation du territoire. Et au vu des budgets qui ont été dépensés ces 15 dernières années, les deux gestionnaires privés hésitent très fortement à reconduire leur position de gestionnaire de la zone. Ça reste peu rentable sur les petites zones de mouillage. Après, quand on parle de petites zones de mouillage en France, hein, on est sur 50 bouées, hein. C'est ça à peu près, petite zone de mouillage. On a des cas quand même, par exemple à Calvi en Corse ou à Pamplonne en Côte d'Azur, où on a 200 bouées, plus de 200 bouées. Là, ça peut devenir plus rentable, en tout cas pour un prestataire privé, de se positionner. Et puis, vous posiez une autre question sur, alors, hop, je retrouve, sur la possibilité de plus déployer les bouées automatisées, les réservations automatisées avec les bouées connectées, je pense que vous parliez. Euh, et ce qui permettrait de réduire les coûts opérationnels et d'augmenter les recettes. Alors, là, on a aussi assez peu de retours d'expérience, en tout cas en France. Je suis une zone de mouillage qui est en Martinique, sur la commune de Saint-Pierre, qui utilise des bouées connectées. Euh, Ça demande un coût d'investissement apparemment qui est quand même bien plus important qu'une bouée classique. Un logiciel et une exploitation aussi de ce logiciel qui représente aussi un coût. Euh, mais en tout cas, en Martinique, ils sont très satisfaits de ce moyen de réservation. Pour eux, c'est un outil vraiment indispensable pour ne pas avoir à aller sur l'eau tous les jours et ne pas avoir de problème aussi de paiement, puisque ce sont des zones très touristiques où il y a énormément de pavillons, de drapeaux de différents pays. Enfin, il y a et donc, ce système de réservation est privilégié dans certaines zones. Donc, la Martinique a de bons retours d'expérience de ce système de réservation. Mais je vois votre réponse, merci. Ouais. Euh, alors, ah oui, il y avait des questions aussi sur l'acceptabilité des usagers. Je recherche la question qui avait été posée le plus haut. Voilà. Euh, alors, la question était, est-ce qu'il y a des études ont-elles été menées sur le civisme ou non des plaisanciers lorsqu'il y a un mouillage écologique payant? A-t-on un retour d'expérience là-dessus? Alors, Sylvain, je crois que toi, justement, c'est le mouillage est gratuit. Donc, tu vas pas pouvoir nous répondre. En tout cas, sur ce genre de retour d'expérience, je vous invite, je vais mettre dans le chat, à aller sur un site qui s'appelle EcoGest. Alors, c'est une association, enfin, un groupement d'associations qui intervient auprès des plaisanciers pour plutôt leur donner les règles de bonne conduite et savoir leur expliquer pourquoi est-ce que la zone de mouillage a été mise en place et les bonnes pratiques à mettre en place aussi sur une zone de mouillage. Donc je sais moi j'ai fait ça aussi assez souvent. Le civisme ne peut pas être généralisé, hein, il va dépendre du capitaine du navire, donc ça dépend, j'ai envie de dire. Euh, mais dans toutes les zones de mouillage que j'ai pu accompagner, euh, tout ce qui a été concerté en amont avec les usagers, et dès lors que la zone de mouillage est bien expliquée, qu'il y a une présence à l'eau ou en tout cas un- un- un support de présentation clair à terre, la plupart du temps, les plaisanciers respectent la mer et donc sont conscients que leur action va avoir un effet positif sur le milieu marin. Donc il y a quand même une bonne acceptabilité de ces projets, de manière générale.
Voilà. Bon, je réponds aussi à Audrey Patouka sur l'acceptabilité des usagers. Euh, les mentalités évoluent et la plaisance aussi. Donc oui, de mon point de vue, je pense que l'acceptabilité des usagers est bien plus importante aujourd'hui. Après, je sais que le WWF voulait mener une étude là-dessus pour connaître les retombées après coup de l'implantation de ces zones de mouillage. Ce serait intéressant de- d'avoir tous ces retours d'expérience. Et pour tout ce qui est suivi sur les zones de mouillage, euh, nous vous ferons passer les résultats de Sylvain. Et, euh, et dans la présentation, je vous ai aussi transmis des protocoles de suivi. Donc vous pourrez aussi les télécharger. Je pense à la dernière question là, qui vient d'être posée. Euh, Eh bien, écoutez, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Noé, Émilie, est-ce que vous Euh, avez vu d'autres passer? ouais, il y avait une question de Yelena un peu plus haut dans le chat, je sais pas si tu l'as vu, elle demande si c'est possible d'enlever les lignes de flottaison Ah oui, après chaque saison ou si ça, ils pouvaient rester plus longtemps en place. oui, oui, alors, c'est une bonne question. Alors, la ligne de flottaison, tout dépend de ce qu'on entend. Dans le dernier module, je vous ai expliqué ce qui était le schéma type d'un mouillage écologique. Mouillage écologique, c'est un ancrage avec un très faible impact sur le fond marin, donc souvent pas d'emprise, donc pas de gros blocs béton, mais vraiment juste un ancrage. Une première ligne de mouillage qui est souvent un boot avec une petite bouée qui met le boot comme ça en l'air et qui permet au bout de ne pas frotter le fond marin. Et ensuite, une chaîne ou un autre boot qui est relié à la bouée en surface. Ça, c'est le schéma à simplifier d'un ancrage écologique. Et la plupart du temps, en fait, enfin, dès que la mauvaise saison arrive, en fait, quand il commence à y avoir des gros coups de vent, donc en octobre après, on retire le deuxième bout et la bouée. Et il ne reste au fond que l'ancrage avec un petit bout et une petite bouée qui permet de repérer en fait l'ancrage pour qu'il y ait une installation de nouveau de la bouée à la bonne saison. Et donc, ce dispositif qui vous est présenté dans le module 3, il peut être maintenu toute l'année. Ça dépend justement des modalités de gestion. Si vous avez la possibilité de mettre en place une zone de mouillage toute l'année, alors vous pouvez tout laisser. Sinon, à la mauvaise saison, on retire cette partie amovible là qui est au-dessus de la ligne rouge. Donc, par exemple, vous avez le cas euh, dans les Antilles, les îles anglaises et les îles américaines antillaises ont à part pendant la période cyclonique, mais encore pendant la période cyclonique, il y a quand même encore beaucoup de plaisance dans cette zone-là. Ils laissent l'ensemble du système d'amarrage toute l'année en place. Et ils peuvent le retirer que si vraiment il y a un gros coup de mer et qu'ils ne veulent pas que dans la zone il y ait des bateaux. Mais la plupart du temps, c'est plutôt des zones de repli. Donc ils proposent des mouillages comme ça toute l'année sur la zone. Et ils utilisent exactement ce système d'ancrage. Donc oui, vous pouvez le laisser toute l'année. Je sais pas si j'ai bien Ah, répondu à la c'est question. Hmm. Ok, ok, très bien. Bon, en tout cas, d'ici la semaine prochaine, vous aurez l'ensemble des éléments dont on a parlé sur le site Medpan.
Et puis, euh, et puis, je pense que vous avez le contact de Medpan, mais aussi le mien et celui de Catherine Piante du WWF. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas. Vraiment, on reste à disposition.